Si je décris aujourd'hui la prison civile de Lomé, ce n'est ni par vengeance, ni par haine. Je n'éprouve ni rancœur, ni désir de représailles, malgré les tortures que j'ai subies. Je parle parce que le silence serait une complicité. À cela s'ajoute une autre injustice souvent passée sous silence, les conditions de travail des agents pénitentiaires eux-mêmes. La prison civile de Lomé, quand l'État togolais enferme la dignité. Mes chers abonnés, mes chers leaders, chers Togolaises et Togolais, jusqu'à la victoire. Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un témoignage qui secoue, qui marque vraiment. Oui, un témoignage très fort. C'est celui de Grace Koumaï. C'est une femme politique, une militante des droits humains au Togo, et elle a parlé de son passage à la prison civile de Lomé. Et la source ici, c'est sa parole directe, son récit. C'est ça qui est si puissant. On n'est pas dans un rapport froid, on est dans le vécu. Voilà. Et ce qu'elle décrit, c'est un système qui, et là je reprends ces mots, est conçu pour broyer les individus plutôt que pour les corriger. C'est une distinction fondamentale. Absolument. Alors aujourd'hui, on va décortiquer son constat, essayer de comprendre sa vision et surtout de regarder les solutions qu'elle met sur la table. C'est une voix qui s'élève de l'intérieur même du système et ça change tout. Exactement. Et pour bien comprendre, il faut partir du début, son incarcération. Elle insiste beaucoup là-dessus. Oui, sur la raison de sa présence là-bas. C'est ça. Elle n'était pas en prison pour un vol, un meurtre, rien de tout ça. Elle dit avoir été enfermée, et je la cite, « pour avoir exigé un Togo digne, vivant et vivable ». C'est une détention qu'elle qualifie donc de politique. Oui, et ce qui est frappant, c'est qu'elle raconte que cette épreuve, loin de la briser, a en fait affûté sa conscience. C'est comme si la prison avait mis en lumière de façon encore plus crue les injustices qu'elle combattait déjà à l'extérieur. C'est tout à fait ça. Et c'est cette conscience justement qui la pousse à parler. Mais il faut comprendre pourquoi elle parle. Elle est très claire, ce n'est ni la vengeance, ni la rancœur. Aucune volonté de représailles. Non, aucune. Elle place sa démarche sur un plan moral, un devoir. Elle a cette phrase qui est, pour moi, la clé de tout son discours. Le silence serait une complicité. C'est incroyablement fort comme affirmation. Ah oui. En se taisant, elle aurait l'impression de trahir tous ceux qui sont encore derrière les murs. Elle deviendrait complice du système qu'elle dénonce. Précisément. Et c'est pour ça qu'elle se donne ce rôle de voix des sans-voix. Et ce n'est pas juste une formule. Elle donne des noms, des visages. Elle parle d'une maman Bilaki, par exemple. Elle humanise le combat. Voilà. Ce n'est plus seulement son histoire, c'est celle de toutes ces personnes oubliées. Son combat devient collectif. Ce qui nous amène au cœur de son témoignage, au constat qu'elle dresse. Pour elle, la prison de Lomé, ce n'est pas une maison de correction, c'est un espace de déshumanisation systématique. C'est ça. Et quand on entend ça, on pense tout de suite à la violence physique, au coup. Mais elle parle d'autre chose, d'une torture plus sournoise. Oui, elle la qualifie de morale, psychologique, insidieuse. C'est une violence qui ne laisse pas forcément de bleu, mais qui est là pour détruire l'esprit. Comment ça se manifeste concrètement? Elle décrit un quotidien fait d'humiliation, d'arbitraire, les règles qui changent sans raison, une peur constante qui est, dit-elle, savamment entretenue. Le but n'est pas de punir un crime. C'est de casser l'individu. De le casser, oui. De le maintenir dans une soumission totale. Et elle ne s'arrête pas là. Elle analyse le mécanisme. Elle a une formule terrible sur ce qu'elle appelle la symbolique des rôles. Une formule glaçante, oui. Quand le procureur tue socialement, l'administrateur de la prison coupe ce qui reste de dignité. C'est une chaîne, en fait. C'est un processus de destruction. Le système judiciaire vous met au banc de la société et le système pénitentiaire finit le travail en vous retirant votre humanité. Elle dit que la prison devient un instrument de domination personnelle. C'est ça. Quand l'autorité se prend pour Dieu, avec un pouvoir de vie ou de mort sur la dignité des gens, ce n'est plus une institution de la République. Donc ce n'est même plus une défaillance du système, c'est le système lui-même qui est conçu comme ça. C'est exactement son analyse. Et c'est là qu'elle dépasse le simple témoignage. Elle dit que cette situation, c'est le symptôme d'une crise bien plus large, une crise de la République. Elle a une métaphore très forte pour ça. Oui, la prison est le miroir d'un État. Et ce qu'elle voit dans ce miroir, c'est le reflet d'un État de droit en faillite. Et concrètement, ce miroir, qu'est-ce qu'il renvoie? Elle donne des détails sur les conditions de vie, j'imagine? Oh oui, elle dresse un tableau, un clinique de l'abandon.
La surpopulation extrême d'abord, c'est un problème endémique, souvent lié à la détention préventive qui dure des années. Des gens attendent leur jugement pendant des années dans ces conditions-là? Exactement. Elle décrit aussi une insalubrité généralisée, un accès quasi inexistant aux soins et une absence totale de suivi psychologique. Des personnes brisées, entassées les unes sur les autres, sans aucune perspective. C'est ça. Ce qui est assez surprenant dans son analyse, c'est qu'elle ne s'arrête pas aux détenus. Elle parle aussi des agents pénitentiaires. On s'attendrait à une condamnation totale, mais non. Et c'est ce qui rend son témoignage si mature et si puissant. C'est assez rare en fait. On imagine que la colère serait dirigée contre eux, en premier. Logiquement oui, mais elle a cette vision systémique. Elle les décrit comme sous-payés, mal formés et coincés dans un système qui valorise la brutalité plutôt que le professionnalisme. Ils deviennent à leur tour des victimes. Elle dit qu'ils sont prisonniers d'un appareil défaillant. C'est l'idée d'un cercle vicieux, en fait. Totalement. Comment on peut exiger de l'humanité de la part de personnes à qui le système lui-même refuse toute considération, un salaire décent, une formation? C'est impossible. Du coup, ça crée un engrenage. Un engrenage de violence et de détresse où tout le monde est perdant. L'appareil ne broie pas seulement ceux qui l'enferment, il abîme aussi ceux qui le font fonctionner. C'est une analyse d'une lucidité incroyable, en effet. Mais ce qui est peut-être le plus fort, c'est qu'elle ne s'arrête pas à ce constat terrible. Elle arrive avec un plan d'action, n'est-ce pas? Absolument. Elle le dit elle-même. Dénoncer ne suffit pas. Il faut proposer. Et là, son témoignage bascule. Il passe d'un cri de douleur à un projet politique. D'accord. Alors, explorons ça. Elle propose une feuille de route en 5 axes, c'est bien ça? C'est ça. 5 axes pour humaniser et reconstruire. Le premier, si je comprends bien, c'est le plus basique. Les murs, l'infrastructure. On commence par le matériel, oui. Rénovation des bâtiments, garantir l'hygiène, l'accès à l'eau, les fondamentaux de la dignité, quoi. Et pas seulement. Non. Elle insiste aussi sur la séparation des catégories de détenus, les prévenus, qui sont présumés innocents, avec les condamnés, les femmes, les malades, les détenus politiques. Ce qui semble être du bon sens, mais j'imagine que dans la réalité... Ce n'est pas le cas. Et ce qu'elle demande, ce n'est pas un luxe. Ce sont des normes internationales de base, les Nelson Mandela Rules des Nations Unies. Elle réclame juste le respect des standards minimaux. D'accord, pour ce premier point. Après les murs, elle s'attaque à ce qui se passe à l'intérieur, à l'humain. J'ai noté une phrase clé. Laquelle ? Toute privation de liberté ne doit jamais être une privation de dignité. C'est simple, mais c'est le cœur du problème, non? C'est le principe cardinal de son deuxième axe, oui, l'humanisation. Concrètement, ça veut dire un accès garanti aux soins médicaux et psychologiques. Et elle insiste sur un autre point. Les visites familiales. Elle dénonce le fait qu'elles sont souvent utilisées comme un moyen de pression, de chantage. Or, le maintien des liens familiaux, c'est essentiel. Pour la réinsertion future. Et simplement pour ne pas détruire complètement la personne. Priver quelqu'un de ce lien, c'est une double peine. Le troisième axe, on y revient, c'est le personnel. Que propose-t-elle pour eux? Alors oui, il y a la revalorisation salariale, pour la dignité du métier et pour lutter contre la corruption, mais surtout la formation. Une formation à quoi? Aux droits humains, à la communication non violente, à la gestion des conflits, et aussi un soutien psychologique pour eux. On ne peut pas être confronté à une telle misère tous les jours sans que ça laisse des traces. Il faut les outiller en fait. Il faut les outiller et les soutenir pour briser ce cercle de la brutalité. On a donc les infrastructures, l'humanisation, le personnel. Le quatrième point s'attaque à un autre pilier du problème, l'arbitraire. Comment on lutte contre ça dans un lieu aussi fermé qu'une prison? Sa formule est très directe. La prison ne peut être le royaume personnel de quiconque. Pour ça, elle demande des mécanismes de contrôle indépendants. C'est-à-dire? Des commissions parlementaires, des observateurs de la société civile, des juges. Des gens qui peuvent faire des visites surprises, recevoir les plaintes des détenus en toute confidentialité. Il faut des recours. Pour que la parole d'un prisonnier ait une valeur. Exactement. Et qu'elle puisse déclencher une enquête. Et enfin, le cinquième et dernier axe, qui est peut-être le plus personnel pour elle, la dépolitisation de la prison. C'est le point qui la ramène à son histoire, oui. Elle affirme qu'aucun citoyen ne devrait être en prison pour ses opinions. Elle demande que la prison cesse d'être un outil de répression politique. C'est un appel à l'indépendance de la justice. Et à la sanctuarisation de la liberté d'expression. Quand on met ces 5 propositions bout à bout, ça va bien au-delà de la rénovation d'un bâtiment. C'est un vrai projet de société. Complètement. Elle s'attaque au matériel, à l'humain et aux principes. Elle ne dit pas juste « soyons plus gentils ». Elle dit « repensons les fondations de notre contrat social ». Et elle fait un lien entre l'état des prisons et la stabilité du pays. Comment ça? Pour elle, la justice, ce n'est pas un luxe.
C'est, et je la cite, « le socle de la paix durable ». Un État qui tolère la déshumanisation dans ses prisons, c'est un État qui perd sa crédibilité, sa légitimité. Il nourrit le ressentiment, en fait. Il nourrit la colère, et au final, il scie la branche sur laquelle il est assis. Donc, réformer la prison, pour elle, ce n'est pas juste une question humanitaire, c'est un acte politique majeur. Au final, ce témoignage de Grace Koumayi, c'est bien plus qu'une dénonciation. C'est un appel à la fois vivant et très argumenté pour remettre la dignité humaine au centre du jeu. Oui. Sa vision, c'est celle d'un Togo où la prison corrige sans détruire. C'est une vision d'espoir, mais un espoir lucide, ancré dans des propositions très concrètes. Un espoir qui n'est pas naïf, non, parce qu'il est fondé sur une analyse très fine des problèmes. C'est ça la force de son propos. Il allie la puissance du vécu à la rigueur de l'analyse. Et elle termine avec une phrase qui résume tout, une sorte de devise. Dénoncer, pas pour nuire, ne pas se taire pour plaire. C'est une ligne de crête. Qui demande un courage immense. Le courage de parler, pas pour régler des comptes, mais pour préparer un avenir différent. Un avenir qui, dit-elle, ne se construit ni dans la peur ni dans le silence. Et ça nous laisse avec une question assez vertigineuse au fond. Elle nous dit que la prison est le miroir d'un État. C'est une métaphore qui nous invite à regarder au-delà du Togo. Oui. Si on accepte cette idée que l'état d'une prison reflète l'état d'une nation, que nous apprend l'observation d'autres systèmes carcéraux sur les sociétés qui les ont construits ?